RFI en direct de Paris. Il est 18h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Au sommaire de ce vendredi 22 septembre, le pape est à Marseille. Le représentant des catholiques dans le monde a posé le pied en terre marseillaise cet après-midi. L'un de nos correspondants au Vatican était à bord de l'avion qui emmenait le pape en France. Son récit est à suivre. Le Haut-Karabakh est toujours à la une. Les habitants de cette région craignent pour leur avenir. Nous parlerons dans ce journal d'une victoire judiciaire pour des autochtones brésiliens avec Christophe Paget. Et puis enfin, dans ce journal, le petit journal de l'environnement, comme tous les vendredis cette semaine, présenté par Jeanne Richard. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le pape François est donc arrivé à Marseille, une visite de 2 jours dans le sud-est de la France. Le chef de l'Église catholique vient notamment parler défis migratoires. Il vient notamment dénoncer le drame des naufrages de migrants, ces hommes et ces femmes qui veulent traverser la mer Méditerranée, mais aussi plaider, défendre la cause de celles et ceux qui veulent vivre ailleurs en espérant un avenir meilleur. Dans l'avion qui emmenait le pape entre Rome et Marseille, l'un de nos correspondants au Vatican, Camille Dalmas, a pu approcher le pape. J'attends beaucoup de ce voyage. Dans l'avion qui l'emmenait de Rome à Marseille, le pape François a donné le ton. Répondant à quelques questions des journalistes embarqués avec lui, il a commenté les arrivées massives de migrants à Lampedusa qui ont eu lieu ces derniers jours. Un lieu qu'il avait visité peu avant son élection, en 2013, dénonçant le cimetière qui est devenu pour lui la Méditerranée. Sur cette question, il a parlé de cruauté et de manque d'humanité. Visiblement ému, il a aussi regretté qu'après avoir traversé le désert et affronté les trafiquants en Libye, les migrants soient jetés à la mer. Des paroles qu'il compte porter à Marseille, cette ville qu'il décrit comme une porte, une fenêtre de la Méditerranée. J'espère avoir le courage de dire tout ce que je veux dire, a-t-il confié une vingtaine de minutes avant que son avion atterrisse en France, à l'aéroport de Marseille. Il y a été accueilli par la première ministre française Elisabeth Borne. Camille Dalmas, Marseille, RFI. Les négociations se poursuivent pour l'avenir du Haut-Karabakh. Si les séparatistes arméniens qui vivent dans cette région ont déjà annoncé ne plus se battre contre les forces azerbaïdjanaises et accepter une réintégration du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, quelques points restent encore à discuter, comme notamment le retrait des troupes ou encore quelle route emprunter pour partir. Les habitants sont inquiets pour leur avenir. Le Haut-Karabakh est peuplé d'environ 120 000 habitants, en grande majorité des Arméniens. Ils sont nombreux à avoir des proches qui vivent en Arménie. Témoignage de cette habitante de Goris, dernière grande ville arménienne avant le Haut-Karabakh. Je ne pensais vraiment pas que ça allait finir comme ça. J'avais en tête d'autres options, mais pas une fin pareille. Je me doutais bien qu'il pouvait se passer quelque chose, puisque le Premier ministre avait déclaré que le Haut-Karabakh pouvait être intégré à l'Azerbaïdjan. Mais nous pensions que les habitants arméniens pourraient rester sur place, chez eux, au Haut-Karabakh. Nous avons pensé à ce moment-là qu'un processus était en marche, mais pas une fin brutale dont nous sommes aujourd'hui témoins. Car on sait bien que tout est possible avec les Azerbaïdjanais, même le génocide. Depuis la guerre en 2020, nous savons qu'ils sont prêts à tout. Des propos recueillis par notre envoyé spécial Anissa El Jabri. RFI à Paris, 18h04. Un nouveau départ pour Derna. Les autorités de l'Est de la Libye veulent organiser le 10 octobre prochain, à Derna, une conférence internationale pour la reconstruction de cette ville dévastée par les inondations meurtrières. Le gouvernement invite la communauté internationale à participer pour présenter des projets modernes et rapides. La participation à une telle conférence pourrait ainsi constituer un véritable casse-tête diplomatique pour de nombreux pays, le gouvernement de l'Est libyen n'étant pas internationalement reconnu. Le journal en français facile. L'actualité nous emmène à présent au Brésil
pour évoquer une victoire pour les peuples autochtones, appelés aussi peuple premier, peuple racine. La justice leur donne raison et conforte leurs droits fondamentaux sur leur terre sur laquelle ont toujours vécu les membres de leur famille. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. De grandes entreprises liées notamment à l'agriculture voulaient que les autochtones brésiliens n'aient droit qu'aux terres qu'ils occupaient depuis 1988, à savoir au moment où une nouvelle constitution a été adoptée. Oui, cette thèse dite du cadre temporel était défendue par le lobby de l'agrobusiness au nom de la sécurité juridique des exploitants des entreprises agricoles. Mais les autochtones expliquaient qu'ils avaient été chassés de leurs terres avant cette date de 1988, pendant des siècles, particulièrement pendant la dictature militaire entre 1964 et 1985. Le procès devant la Cour suprême concernait le territoire Ibarima-Laclano, dans le sud du pays, qui avait perdu son statut de réserve indigène en 2009. Les juges avaient alors invoqué le cadre temporel. Hier, la Cour suprême, dans son jugement, qui fera jurisprudence, a donc indiqué que ce cadre ne tenait pas. Maintenant qu'il est enterré, nous allons pouvoir avancer dans la protection de nos terres et de nos droits, s'est félicité l'organisme public de protection des peuples autochtones, la FUNAI. La démarcation, le traçage des réserves garantit aux autochtones le droit inaliénable d'occuper leurs terres ancestrales et l'usage exclusif des ressources naturelles. Ils sont les seuls à pouvoir les exploiter. Au Brésil, plus de 700 réserves ont déjà été délimitées. La majorité se trouve en Amazonie, dans le nord, ainsi que dans l'ouest et le sud. Mais le tiers de ces réserves n'ont pas été homologuées. L'ex-président Jair Bolsonaro avait bloqué le processus qui a été timidement repris par le président Lula depuis son retour. Il en a légalisé 8. Merci beaucoup Christophe. Christophe Paget dans votre journal en français facile. Et comme tous les vendredis, l'heure à présent de retrouver le petit journal de l'environnement. C'est avec Jeanne Richard cette semaine. Bonjour Jeanne. Bonjour. À la une aujourd'hui de votre petit journal de l'environnement, des hommes et des femmes victimes des conséquences du réchauffement climatique, appelés migrants environnementaux. Ils vont être de plus en plus nombreux. 260 millions de déplacés climatiques d'ici 7 ans selon la Banque mondiale. Le Secours catholique a recueilli et décortiqué le témoignage de 1400 d'entre eux. Et Marie Jobjoie, co-autrice de cette étude publiée hier, appelle à considérer les catastrophes environnementales comme une circonstance aggravant leur vulnérabilité. Le problème, c'est que ces migrants tombent dans un vide juridique. C'est-à-dire que la notion de migrants environnementaux, d'un point de vue juridique en termes de protection, pour l'instant, n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut développer, c'est que cette vulnérabilité soit prise en compte dans les politiques migratoires, donc par le développement de couloirs humanitaires ou par la mise en place de visas à long terme par le biais d'accords régionaux, afin de pouvoir assurer la protection de ces personnes qui traversent les frontières pour fuir les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Tout autre sujet, Jeanne. Aujourd'hui, les 27 pays membres de l'Union européenne se penchent sur la possibilité d'autoriser le glyphosate, cet herbicide, pour 10 années de plus. Le désherbant chimique est pourtant classé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Pour Martin Dermine, directeur de l'ONG environnementale Pesticide Action Network, les décideurs n'osent pas s'attaquer à ce qu'il appelle la pierre angulaire de l'agriculture industrielle. Le glyphosate est très efficace et il est bon marché. Et donc, le monde agricole, le monde agro-industriel se repose beaucoup sur l'utilisation du glyphosate. Et une interdiction mènerait inévitablement à une augmentation des coûts et à ce que les agriculteurs doivent changer de pratique. Et donc, c'est un dossier éminemment politique, bien que, effectivement, dès qu'on regarde un peu les études scientifiques qui n'émanent pas de l'industrie des pesticides, il est très clair que c'est un herbicide très toxique et qui génère un risque élevé pour l'environnement et pour la santé humaine. Du jamais vu à présent, une décision inédite de justice. 2 entreprises françaises, Jeanne, viennent d'être condamnées pour avoir importé du bois coupé illégalement au Brésil.
C'est l'ONG Greenpeace au Brésil qui a tracé les bateaux approvisionnant ces entreprises et c'est la première fois que les tribunaux en France se réfèrent à la règle européenne sur le bois pour lutter contre la déforestation, une règle pourtant en vigueur depuis 10 ans au sein de l'UE. Jeanne Richard, merci à vous pour toutes ces informations. Le petit journal de l'environnement, tous les vendredis dans le journal En Français Facile, que vous pouvez retrouver à tout moment sur Internet et sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.